Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente de ce chapitre de Juste à temps, nous avons vu que le passage d'une organisation dite classique à une organisation en juste à temps nécessitait des prérequis, des conditions qui doivent être réunies pour pouvoir arriver à cet objectif de zéro stock et qu'on regroupe en trois catégories. Donc la première catégorie, ce sont les méthodes de gestion réactive qu'on a vu précédemment et qui consistent à mettre en place principalement une production en flux tiré grâce à la méthode Kanban. Aujourd'hui, nous allons voir une deuxième condition de mise en place d'une organisation juste à temps et qui est la recherche de flexibilité. Donc la flexibilité, c'est la capacité du système de production à s'adapter en permanence à la demande, que ce soit en termes de quantité de produits demandés, et on appelle ça la flexibilité quantitative, ou que ce soit en termes de variété de produits, et on appelle ça la flexibilité qualitative. Donc on va d'abord s'intéresser à la flexibilité quantitative qui va répondre à la question avec un très faible stock de produits finis, puisqu'on est, souvenez-vous, en juste à temps avec un objectif de zéro stock, comment est-ce qu'on serait capable de faire face à un pic de demande rapidement et sans délai? En ce qui concerne les équipements, la réponse, on l'a vu, souvenez-vous, en cours de supply chain, lorsqu'on a parlé de politique de surcapacité anticipée. C'est-à-dire qu'on va généralement surdimensionner la capacité des machines pour pouvoir absorber les pics de demande. Donc l'inconvénient de cette stratégie, souvenez-vous, c'est qu'on va avoir une surcharge de frais fixes puisqu'on ne va pas amortir avec un gros volume de production. On ne va pas amortir la structure des coûts fixes avec un gros volume de production et aussi qu'on va potentiellement perdre en capacité d'investissement puisque je paie des équipements en surdimensionnant le besoin que j'en fais et que l'argent pour acquérir ces équipements de traitement de surcapacité j'aurais pu en faire un meilleur usage. D'accord? Donc afin de limiter l'impact de ces inconvénients, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu d'investir dans des machines très coûteuses à la pointe de la technologie pour maintenir cette surcapacité, on peut par exemple conserver d'anciennes machines déjà amorties et régler pour faire un seul type de pièces et les utiliser en cas de pic de demande uniquement pour traiter la surcharge ponctuelle. D'accord? Donc la flexibilité repose également sur une flexibilité de la main-d'œuvre. Donc souvenez-vous, on en a parlé au chapitre 3 lorsqu'on a parlé de la stratégie de poursuite. On avait dit qu'il y avait plusieurs leviers d'action possibles pour faire face aux fluctuations de la demande, comme la négociation des périodes de congé, la modulation des horaires de travail sur l'année, l'appel à du personnel intérimaire, les heures supplémentaires ou encore l'appel à la sous-traitance par exemple. Autre facteur important, c'est qu'on recherche souvent dans le cadre du juste à temps l'aspect polyvalence du personnel, parce qu'il permet des réaffectations même à très court terme sur des lignes de produits selon l'évolution de la demande. Donc un opérateur passera par exemple une semaine sur une référence et la semaine suivante sur une autre référence pour satisfaire la référence la plus demandée en fonction des semaines. Donc bien évidemment, ce genre de stratégie nécessite un niveau de formation plus élevé, donc il faut former les opérateurs, ce qui a un coût, bien évidemment, donc le coût de formation. Mais d'un autre côté, ça permet de rendre le travail moins monotone, moins répétitif, et donc il contribue à motiver davantage les opérateurs. Deuxième type de flexibilité, c'est la flexibilité qualitative, c'est-à-dire la capacité du système productif à traiter une grande variété de produits. Donc les changements de série deviennent alors très fréquents. Pour pouvoir passer d'une production d'une série à une autre, il faut changer d'outil. Donc si on passe beaucoup de temps à faire ces changements, on va réduire la capacité de production. Au lieu de passer du temps à produire réellement, on va passer du temps à changer l'outil, ce qui est
ce qui est considéré comme une non-valeur ajoutée. Donc si l'usine travaille 8 heures et que les changements de série prennent 2 heures, elle aura perdu le quart de sa capacité de production. Donc il faut pouvoir passer assez rapidement d'un produit à un autre, d'une série à une autre, ce qui est, souvenez-vous, aussi une condition pour pouvoir mettre en œuvre le système Kanban. Donc tout est lié en fait. Donc une première solution consiste à investir dans des équipements flexibles comme des robots, des machines-outils à commande numérique qui changent d'outils très rapidement, on l'a vu en supply chain. On peut mettre en place des solutions comme ça si l'analyse des points morts démontre la rentabilité économique des investissements. Mais sinon, donc une autre solution moins coûteuse consiste à adopter une démarche développée par Shigeo Shingo qui travaillait chez Toyota et qui s'appelle la méthode SMED. SMED, en fait, c'est l'acronyme pour Single Minute Exchange of Die, c'est-à-dire le changement d'outil en moins de 10 minutes. Donc, en utilisant cette méthode, Toyota a montré qu'il était possible de changer un outil en un temps record, souvent moins de 10 minutes, en référence au nom de la méthode, alors que les usines occidentales mettaient pour les mêmes machines 5 heures ou même plus. Donc en appliquant la technique SMED, la plupart des entreprises parviennent à des résultats vraiment spectaculaires. Donc on appelle méthode SMED. On l'appelle méthode SMED, mais en réalité, il s'agit d'un projet qui nécessite la collaboration d'une équipe souvent pluridisciplinaire, qui inclut généralement l'opérateur qui utilise la machine et donc qui la connaît bien, le régleur qui est en charge de calibrer la machine, un agent méthode et un représentant du service qualité aussi. Donc le groupe propose des solutions et suivent leur mise en œuvre jusqu'à ce que l'objectif y soit atteint. Donc vraiment c'est un projet d'envergure, c'est pas quelque chose qu'on va appliquer très facilement dans un court laps de temps par exemple. D'accord ? Donc la méthode SMED se conduit en plusieurs étapes. Donc le temps de changement de série globale doit être analysé et décomposé en deux catégories, les temps internes et les temps externes. Donc les temps internes sont les tâches qui ne peuvent être faites que si l'équipement est arrêté, et les temps externes sont les temps réalisables pendant que la machine travaille. Donc suite à cette analyse, tous les gaspillages ou tâches sans valeur ajoutée doivent être éliminées, ce qui réduit déjà sensiblement le temps de changement de série. Ensuite, on va essayer de transformer les temps internes en temps externes et au final, il faut essayer de réduire à la fois les temps internes et les temps externes. Donc dans la suite, on va détailler chacune des étapes de cette démarche. La première phase d'analyse du cycle de changement d'outils, tel qu'il est pratiqué dans l'entreprise, est généralement conduite en utilisant un enregistrement vidéo. L'analyse de l'enregistrement permet dans un premier temps d'identifier de nombreux gaspillages comme l'attente du régleur, l'attente d'un outil, la recherche d'une fixation rangée loin du poste, etc. L'élimination de ces gaspillages passe par une bonne préparation du travail et permet déjà de réduire sensiblement le temps de changement d'outil. Il est probable que cette phase révèle la nécessité de mettre en œuvre les 5 S. Cette première étape est généralement très peu coûteuse, tout en permettant une amélioration sensible des résultats. Cela montre que la réduction de ce temps de changement d'outil est donc un problème d'organisation avant d'être un problème technique. Ensuite, l'analyse de l'enregistrement permet de classer les tâches élémentaires du changement d'outil en deux catégories. Les tâches externes qui sont réalisées en fin d'usinage de la série précédente et donc pendant que la machine travaille, on appelle ça les temps masqués. Exemple des tâches externes, la préparation de l'outillage et d'autres ressources humaines et matérielles nécessaires à côté de l'équipement. Deuxième catégorie de tâches, ce sont les tâches internes qui ne peuvent être faites que lorsque la machine est arrêtée, comme par exemple dévisser les fixations, débrancher les tuyauteries, etc. Cette analyse permet de rechercher les gains de temps qui peuvent se dégager grâce au temps masqué.
Il n'est pas rare de constater à l'issue de cette phase un gain de 30 à 50% sur le temps d'arrêt de production. Donc, une fois que cette catégorisation des tâches élémentaires effectuée, on va essayer de convertir les tâches internes en tâches externes. C'est-à-dire que moyennant certaines modifications de l'équipement ou de ses outils, on va essayer de faire en sorte que certaines opérations qui sont actuellement faites lorsque la machine travaille puissent être faites lorsque la machine est arrêtée, dans l'objectif de réduire le temps d'arrêt de production et donc de gagner en capacité. Donc cette phase nécessite souvent des investissements. Un exemple qui illustre cette conversion de temps interne en temps externe, c'est le fait d'utiliser un banc de pré-réglage pour préparer l'outil de coupe utilisé dans l'usinage de matière avant d'arrêter la machine. Un autre exemple est celui des composants liquides jusque-là préchauffés et mélangés par la machine qui peuvent l'être à l'avance en utilisant un autre équipement. Donc la machine est alimentée directement, le mélange étant déjà disponible à la bonne température. Il n'y a pas de perte de temps donc liée au mélange ni au préchauffage. Donc cette étape peut être délicate à mettre en œuvre car la conversion n'est pas toujours aisée et peut aussi s'avérer très coûteuse pour l'entreprise. Donc la dernière étape de la méthode SMED consiste à réduire autant les temps internes qu'on n'a pas pu convertir en temps externe et les temps externes aussi. Donc afin de réduire les temps internes non convertis, il est possible d'utiliser différents dispositifs techniques. Donc certains de ces dispositifs sont peu coûteux, ils permettent de gagner quelques minutes dans le temps de cycle global, donc rien d'extraordinaire, mais mis bout à bout, ça demeure significatif. Donc, comme par exemple l'utilisation des fixations et des branchements rapides, la normalisation de l'outil en utilisant le même type de vis et les mêmes tailles d'écrou, comme ça on n'a pas à changer l'outillage fréquemment. D'autres dispositifs sont plus coûteux et nécessitent donc de l'investissement, comme par exemple l'automatisation du transfert de l'outil, l'utilisation de fixations hydrauliques. Donc la rentabilité de ces investissements doivent être calculée et ensuite on choisit la proposition en fonction du rapport coût gain de temps obtenu en face. D'accord. Donc pour les temps externes, même s'ils n'influencent pas directement le temps d'arrêt, il faut essayer de les réduire aussi pour alléger le temps de préparation. Donc des pistes de réduction de ces temps pourraient être par exemple la création d'un parc d'outils à côté de l'équipement, comme ça on ne perd pas de temps à aller chercher l'outil. Alors, les résultats obtenus grâce à la méthode SMED sont souvent importants. Donc, et en plus, ces résultats sont significatifs à double titre. Hein. Ça a un double avantage. D'abord, ça permet de réduire le temps de changement d'outils et donc d'améliorer la flexibilité, de traiter une plus large gamme de produits. Et d'autre part, ça permet d'augmenter la capacité de l'équipement, puisqu'on arrête moins souvent la production quand on réduit les temps internes. Donc ça permet de retarder, voire de reconsidérer carrément un projet d'augmentation de la capacité. D'accord? Et puis, la dernière remarque, qui a son importance, hein, c'est que la méthode SMED doit être appliquée à des machines goulot. Parce qu'appliquer le SMED signifie que l'on veut augmenter la capacité des ressources en question. Or, les ressources non goulot n'ont pas besoin, puisqu'elles disposent déjà par définition d'une capacité excédentaire. Donc elles peuvent se permettre, entre guillemets, de perdre du temps à changer l'outil sans que cela affecte leur productivité. D'accord? Donc il est complètement inutile d'appliquer le SMED sur des machines non goulot. Hein. Alors, dans le cas de production automatisée,
La flexibilité qualitative peut être obtenue grâce à des progrès technologiques dans les équipements de fabrication comme les robots industriels, les automates programmables ou encore les machines-outils à commande numérique. Donc j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est la deuxième alternative. La première étant l'application de la méthode SMED. Donc le recours à ces technologies coûteuses peut découler de contraintes techniques, c'est-à-dire le fait qu'un opérateur ne puisse pas physiquement faire une opération, et donc le recours à une solution automatisée devient impératif. Soit ce choix est justifié d'un point de vue économique, en ayant recours à, souvenez-vous, l'analyse des points morts, qui en justifie la rentabilité d'un point de vue volume de la demande. Mais l'utilisation de ces équipements flexibles se justifie aussi par le degré de variation de la production. C'est-à-dire qu'il faut que ce degré de variation de la production il soit assez fort. Hein. Une production plutôt standardisée, pour une production plutôt standardisée, on optera plutôt pour des équipements très productifs adaptés à la fabrication d'une seule référence, par exemple, qui sont généralement plus productifs que les équipements flexibles. Et puis il y a un dernier facteur qui est aussi pris en compte par certaines entreprises pour opter pour des technologies flexibles, c'est l'aspect sécuritaire. Hein. Si le recours aux technologies flexibles s'avère être un choix plus sûr d'un point de vue sécurité des personnes, l'entreprise peut décider d'avoir recours à des équipements flexibles. D'accord ? Alors, pour assurer la flexibilité qualitative toujours, donc une autre solution est possible. Alors, on a vu donc qu'on pouvait avoir recours à des technologies flexibles, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est ce qu'on appelle la différenciation retardée. Donc elle consiste à reculer l'étape de différenciation du produit très en aval dans la chaîne de production et à conserver le plus longtemps possible des composants standards afin de gagner sur les économies d'échelle sur la majeure partie du processus. Donc l'organisation industrielle se fait alors en deux étapes. Le stade amont en charge de la fabrication de modules standards à l'aide d'équipements très productifs, et c'est la partie en bleu du schéma, et l'entité aval qui s'occupe de monter les produits finis dans un délai court, si possible sur commande, donc c'est cette partie verte du schéma. Donc les avantages d'une telle organisation sont évidents puisqu'on minimise les erreurs de prévision, on constitue moins de stock à cette étape-là. On peut arriver à mettre en place une telle stratégie de différenciation retardée au stade de la conception déjà, en ayant recours à ce qu'on appelle la conception modulaire des produits. Par exemple, donc un exemple très parlant, c'est l'exemple des meubles en kit, les meubles en kit qui utilisent des sous-ensembles standards et au stade aval du montage, plusieurs combinaisons différentes de formes et de couleurs font une grande variété de produits. Un autre exemple célèbre aussi, c'est celui de Benetton, qui fabrique des pullovers dans plusieurs couleurs. Donc comme les prévisions de vente sur chacune des couleurs sont très aléatoires, mais que le volume global des ventes est lui plutôt stable, Benetton a décidé de changer le processus de production. Donc les pullovers sont fabriqués en blanc sur prévision, et lorsque les commandes des détaillants arrivent, la teinture des pullovers est lancée. Donc voilà un exemple de standardisation. Alors, d'un point de vue implantation des équipements en usine. Donc dans le chapitre d'introduction, on a parlé des principaux modes d'organisation de la production. On a vu notamment que le type qui favorisait une grande flexibilité d'un point de vue définition des produits était le job shop, c'est-à-dire un système productif organisé en ateliers spécialisés qui regroupent les machines en fonction de la tâche qu'elles exécutent. Hein. Donc ce type d'organisation s'impose lorsque l'entreprise doit gérer un éventail conséquent de produits différents, tous fabriqués en petite quantité. Donc ça assure la flexibilité du processus productif et ça permet un gain de temps
grâce à la réalisation en parallèle de produits différents. Donc toutefois, il résulte de cette logique de job shop un fort degré de complexité en matière de gestion de flux. Les trajets des matières et des pièces sont extrêmement longs, l'éloignement des postes de travail euh, euh, effectuant des opérations successives, donc les produits passent pas mal de temps dans les transferts, sachant que les transferts sont considérés par les Japonais comme des gaspillages, euh, donc ça nuit considérablement à la performance de ce type d'organisation. Donc dans la mesure, comme j'ai dit, où le transport d'une pièce d'une machine à une autre ne lui confère aucune valeur ajoutée d'un point de vue japonais, donc les Japonais prônent la linéarité du processus productif en soulignant que le flux de production doit pouvoir être comparé à l'écoulement d'un cours d'eau. C'est un flux ininterrompu, donc qui s'écoule d'autant plus vite qu'il suit un tracé linéaire et ne rencontre aucun obstacle. Donc la volonté des Japonais est clairement affichée, et donc la simplification des trajets par la mise en ligne des machines. Donc ce mode d'organisation, caractérisé donc par des flux continus, est particulièrement recommandé dans le cas de production en forte quantité et à faible variété. Il faut que le produit soit un peu standardisé, donc la variété doit être faible et le volume doit être très élevé pour justifier donc les investissements en termes d'automatisation du processus, etc. Donc la chaîne automobile en constitue donc une excellente illustration puisqu'il s'agit d'une production masse, une production de masse. Et la diversification est retardée le plus en aval possible du processus de production. Donc ce type d'organisation ne peut pas être appliqué donc, de manière universelle pour toutes les industries. Donc la principale condition de mise en ligne réside dans l'affectation stable des machines à des produits ou des familles de produits. Donc cela suppose que 1. Il existe une quantité suffisante de produits à fabriquer suivant un processus commun pour justifier l'affectation des machines, et 2. Qu'il est possible de faire circuler un flux à travers les postes de travail successifs sans constituer de stock. Donc ce qui suppose qu'on a un bon équilibrage des cadences, c'est-à-dire que tous les postes de travail ont à peu près les mêmes temps opératoires, ou en tout cas des temps opératoires qui soient homogènes, et qu'il n'y a pas un poste goulot devant lequel se constitue des stocks. Donc ce type d'implantation, qu'on appelle aussi l'implantation en ligne produit ou flow shop, simplifie effectivement l'écoulement du flux, mais elle ne répond pas à l'aspect flexibilité qualitative. Et donc, ça ne permet pas de traiter une grande variété de références. Donc, pour intégrer la variété, il faudra faire des changements de série qui sont très fréquents. Et si on a vu le SMED, donc le SMED permet de minimiser les pertes de temps par des techniques de changement rapide de série. Maintenant, ça présente inévitablement certaines limites, donc on ne peut pas changer de série à l'infini. Il faudra donc une alternative. Donc une alternative au flow shop ou aux lignes produits, c'est le recours à ce qu'on appelle une implantation sous forme d'îlot de fabrication ou ce qu'on appelle aussi des cellules flexibles. Donc, ça veut dire quoi? Donc, cette implantation scinde l'usine en un nombre limité de cellules, ou ce qu'on appelle aussi, comme j'ai dit, îlots de production. C'est des sortes de petits ateliers spécialisés pour réaliser entièrement une famille de produits. Donc, c'est pas organisé en métier, mais c'est organisé en famille de produits. Donc c'est un compromis en fait entre la ligne et les ateliers spécialisés. Donc il s'agit de classer les pièces selon leur processus de production et d'aboutir à la définition d'une famille homogène de pièces. Donc ensuite, plusieurs opérateurs qui disposent d'un ensemble de machines et d'outillages vont prendre en charge la réalisation d'un produit ou d'un composant, ou d'une famille de produits plutôt, dans sa totalité au sein de la cellule dédiée. Et au lieu de travailler par lot, opération par opération, il est possible donc de réaliser à la suite l'ensemble des opérations
sur chaque unité de produit, et donc de travailler de manière unitaire plutôt que de travailler par lot, et d'atteindre de cette façon des cycles qui sont très courts, puisqu'une pièce n'attend pas entre les opérations. Donc la cellule est aussi, d'un point de vue organisationnel, elle est aussi complètement autonome et responsabilisée sur sa productivité, sur la qualité de ses produits, sur les respects des délais, entre autres. Donc à condition, si elle est correctement appliquée, ce type d'organisation permet de répondre efficacement à l'impératif de variété. Donc ça permet de traiter un grand nombre, une large gamme de produits. Plus il y a de produits, donc plus il y a de cellules, tout en réduisant les niveaux hiérarchiques et en rendant les équipes de production plus polyvalentes, plus autonomes et donc plus motivées. Et puis les conséquences en termes de productivité et de qualité sont assez notables. Donc, donc ce type d'organisation, bien qu'il soit encore mal maîtrisé sur le terrain, donc dans les entreprises, il connaît un certain succès. Notamment, on le retrouve chez Renault avec ce qu'on appelle des UET, des unités élémentaires de travail, donc qui sont les cellules, donc qui traitent des familles. Des familles de produits sur une partie du processus. Donc voilà. Alors dans la suite, nous allons voir la dernière condition de mise en place du juste à temps, qui est la maîtrise des aléas. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer vos questions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt.